Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Vauban reprend entièrement les fortifications de la ville de Besançon par la construction de 2 citadelles et d'une double enceinte urbaine. Une citadelle est une forteresse capable de vivre quelques semaines en autarcie. Elle a pour fonction de commander, de surveiller et de défendre une ville et de réprimer d'éventuels soulèvements urbains. Février 1668, les troupes de Louis XIV conquièrent Besançon et la Franche-Comté. Vauban est appelé pour renouveler les fortifications. Il dessine les plans, établit les devis et trace sur le terrain le contour des ouvrages. Cependant, dès le mois de mai, Louis XIV restitue la Franche-Comté au roi d'Espagne. Entre 1668 et 1672, celui-ci poursuit le projet de la construction d'une citadelle sur le mont Saint-Étienne. En mai 1674, Louis XIV lance une seconde guerre de conquête de la Franche-Comté. En présence du roi, Vauban conduit avec succès le siège de Besançon. Malgré l'opposition de Louvois, Vauban démontre l'intérêt de fortifier le mont Saint-Étienne plutôt que la colline de Chaudanne ou celle de Bregy qui l'encadre à l'ouest et à l'est. Ces collines dominent pourtant la citadelle de 50 à 70 mètres et constituent donc un grand danger. Afin de mieux protéger la future place forte, Vauban prend alors 2 décisions. Il décide tout d'abord d'abaisser le sommet du mont Saint-Étienne pour que les constructions soient moins exposées aux tirs ennemis. Une carrière est ouverte, dont la pierre devient le matériau principal des futures constructions. Il complète par ailleurs le dispositif de défense par la construction de hauts et puissants murs, les traverses. Les grandes traverses, est et ouest, sont dotées de tourelles de surveillance, les guérites. Les 2 plus vastes, qui dominent le fossé du Front Royal, le Glacis et la vallée du Doubs, sont en briques. Elles sont coiffées de toitures à l'impériale en fer blanc que surmontent des fleurs de lys. Lors du siège de 1674, Vauban s'était rendu compte du caractère dangereux du calcaire local lorsqu'il éclate. Pour contrer cette menace, l'ingénieur fait le choix de construire en briques les parties de fortification exposées aux coups de l'ennemi. Les briques s'effritent plus facilement et absorbent les chocs violents. Un pont de charpente sur des piles de pierre relie la citadelle au lieu-dit Trois-Châtelles. Destiné à permettre l'arrivée d'une armée de secours ou l'évacuation de la citadelle en cas d'urgence, il est nommé pont de secours. La citadelle est dotée de 3 fronts qui abritent autant de portes monumentales. Le front de secours, tourné vers le sud, est composé de 3 étages de feu. Il est construit entre 1668 et 1672 et profondément remanié par Vauban jusqu'en 1683. Le fond royal, tourné vers le nord, est protégé par un fossé profond de 17 mètres creusé dans le roc. Un pont-levis et un pont dormant franchissent ce fossé, une demi-lune en protège l'accès. Le front Saint-Étienne est la première entrée de la citadelle du côté de la ville. Il est entièrement créé par Vauban à l'emplacement du quartier des Chanoines et de la cathédrale Saint-Étienne, incendiée pendant le siège. Comme les 2 précédents, il accumule les obstacles destinés à empêcher la progression de troupes ennemies et l'enlèvement de la forteresse. Le premier obstacle est la demi-lune, entourée de son chemin couvert. Elle est percée de 6 embrasures de tir sous casemate. Plus haut, une banquette
permet à l'infanterie de tirer par-dessus le parapet, le tir à barbette, parce que le menton du tireur est posé dans le gazon. Si l'ennemi parvient à franchir la demi-lune, il se retrouve face au fossé creusé dans le rocher qui accueille 2 demi-bastions dotés chacun d'une batterie d'artillerie. Des guérites permettent aux sentinelles de surveiller le fond du fossé et le pied du rempart. Celles des murs de traverse sont doubles et plongent également vers la vallée du Doubs. Aucun angle mort n'est possible. Premier front rencontré par l'ennemi, il donne le ton grâce au tableau allégorique aux armes du roi, symbolisant la conquête de la Franche-Comté. Pour Vauban, on juge de la magnificence du roi et de la bonté de la place par la magnificence de ses portes. Un pont-levis précède la porte. Viennent ensuite des vantaux cloutés pour parer aux coups de hache. L'ennemi, arrivé jusqu'ici, est repoussé par des orgues constitués de madriers indépendants, formant une sorte de herse. Le mécanisme de levage est situé au second étage de la porte du front. On rencontre une seconde porte, puis une dernière. Les voûtes, très savantes, sont en coupole, aplaties pour ne pas augmenter la hauteur des étages. L'espace entre le front Saint-Étienne et le front Royal est libre de toute végétation ou construction. Il constitue un espace défensif nommé glacis. Les 2 fronts sont reliés par un passage souterrain doté de 2 casemates de tir. Il dessert également des rameaux de contre-mine préparés sous le glacis pour y détruire les tranchées de l'assaillant. En cas d'attaque, ils auraient permis aux soldats de se rendre d'un front à l'autre à l'abri des tirs ennemis. Vous ne vous en doutiez pas? Ce caractère souterrain de l'architecture a pourtant une place primordiale chez Vauban. Dans la citadelle, de nombreuses casernes permettent de loger les soldats et leurs officiers. Les fronts Saint-Étienne et de secours en possèdent 2. Derrière le puits se situe la plus ancienne dite des Espagnols. De part et d'autre d'un puissant mur de traverse sont disposés 3 corps de caserne et un pavillon d'officiers. Ils sont tous conçus selon le même modèle. Des modules élémentaires, organisés autour de cages d'escalier, desservant 2 niveaux plus les combles. Les chambres abritent 5 lits pour 15 hommes, soit une capacité de 510 hommes au total. Dans chaque chambre, une cheminée sert au chauffage et à la cuisson de la nourriture. Les repas sont pris sur une table dotée de 2 bancs. Le pavillon nord-est abrite 12 chambres d'officiers et autant pour leurs valets. La caserne des gardes d'artillerie jouxte l'arsenal où ceux-ci travaillent. Le major a la responsabilité administrative des hommes et de leur subsistance. Ainsi, le bâtiment où il loge accueille les réserves de farine et les fours à pain, mais aussi une cave à vin. Le gouverneur de la place, quant à lui, possède un appartement au bel étage du front royal, où il vit avec famille et domestiques. Le rôle de l'arsenal est d'entreposer et d'entretenir l'armement nécessaire à la défense de la citadelle. Pour le prémunir des incendies et garantir la sûreté des armes entreposées, il est enfermé par un mur et détaché des autres bâtiments. Mais ce n'est pas tout. La citadelle possède 2 magasins à poudre. Eux aussi sont isolés par des murs de clôture et efficacement protégés du bombardement, de l'étincelle, du feu et de l'eau. Leur répartition permet d'éviter une trop forte concentration d'un produit dangereux et favorise un approvisionnement rapide des lieux du combat. L'eau joue un rôle essentiel dans toute fortification. Sans elle, la défense est impossible. L'eau de pluie est recueillie dans 4 citernes. La plus importante peut contenir 638 000 litres. Pour compléter ce dispositif et au prix de grands efforts, un puits a été creusé dans le rocher entre 1681 et 1683.
il plonge à 132 mètres de profondeur. Une roue à écureuil permet de faire remonter les seaux d'une eau malheureusement saumâtre, destinée aux animaux et au nettoyage. Un édifice carré, voûté d'arêtes, assure sa protection contre les bombardements. En mémoire de la deuxième cathédrale, détruite lors du second siège de la ville en 1674, la chapelle de la citadelle est dédiée à Saint-Étienne. C'est un sobre édifice aux proportions harmonieuses. L'usage veut que les chapelles de place forte soient construites en dernier. Ainsi, la visite du roi Louis XIV au mois de juin 1683, puis la consécration de la chapelle par l'archevêque de Besançon en septembre, indiquent que la citadelle est alors quasiment achevée, après seulement 8 années de travaux gigantesques. Après une longue histoire militaire et de petites transformations au fil du temps, la citadelle s'offre désormais aux visiteurs. À vous d'en explorer les mystères.